Mesdames, Messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Je vous propose que nous commencions, parce que on nous a rappelé que nous avions 1 heure et que dans 1 heure, il nous fallait libérer la salle, en tout cas de notre côté, pour permettre à d'autres intervenants de venir faire une autre conférence. Donc je me présente tout d'abord, Claude Pralio, directeur de l'urbanisme de la ville de Paris. Mais peut-être Fadia, peux-tu aussi peut-être faire une présentation d'abord. Bonjour à toutes et à tous. Fadia Karam, directrice de développement SNCF Immobilier et directrice générale d'Espace Ferroviaire. Agnès Crusset, bonjour, directrice de l'aménagement chez Espace Ferroviaire. Virginie Henri-Clurens, directeur de projet urbain sur Hébert. Et Alexandre Détailleur, directeur de projet urbain sur Gare de Lyon-Daumesnil. Voilà, je veux tout d'abord remercier Fadia et ses équipes pour cette initiative, surtout la présentation telle que vous l'avez voulu, c'est-à-dire pas simplement venir présenter deux nouveaux projets urbains dans Paris qui ont certes tout leur intérêt, mais plutôt poser la question de qu'est-ce que l'urbanisme aujourd'hui, au travers de ces deux exemples, quand on affiche une ambition environnementale énorme. Voilà, donc, comme vous le savez, la ville de Paris, comme d'autres collectivités locales, affirme depuis plusieurs années, et encore récemment, au travers notamment de l'adoption d'un nouveau plan climat de la ville de Paris 2018, l'ambition de profondément transformer nos modes de vie pour prévenir le réchauffement climatique, ou pour le gérer d'ailleurs, parce qu'en fait les deux questions se posent, c'est à la fois gérer le réchauffement climatique inéluctable et prévenir l'ampleur de ce réchauffement pour qu'il ne soit pas invivable. Donc, au-delà d'un certain nombre d'ambitions, nous avons senti le besoin de, en fait, redéfinir ce qui était possible en matière d'urbanisme. Ce fut un grand travail mené à partir de 2015 à 2018, tirer parti des évolutions technologiques, sociétales, pour voir s'il était possible d'aller plus loin que ce que nous faisions encore, à Paris, mais aussi ailleurs, en France, dans l'application simplement, par exemple, de la RT 2012. Ça nous a conduit à définir quelques grands objectifs. Je ne vais pas reprendre tous les chiffres, mais afficher des objectifs, par exemple, de réduction de 35% des consommations énergétiques d'ici 2030, à afficher l'ambition même de les réduire de 50% d'ici 2050. Plus intéressant, au-delà de ces objectifs, qu'est-ce que ça pose comme question aujourd'hui ? Mon impression, c'est que ça nous conduit à... C'est impressionnant même combien ça nous conduit à travailler différemment de ce que nous faisions il y a encore 5 ans. Et combien tous les jours nous progressons, nous revoyons les questions. Tout d'abord, dès lors qu'on affiche une ambition d'opération d'aménagement neutre en carbone, on se rend compte que il y a déjà longtemps qu'on parle évidemment de construction plus performante. C'est évidemment un élément incontournable. Mais il nous apparaît aussi qu'une des questions qui est posée, c'est aussi la question de la flexibilité et la réversibilité de ces immeubles. Peut-être parfois avons-nous d'ailleurs, dans un passé récent, trop mis l'accent sur des sujets purement techniques, quand la question, elle est aussi celle de l'usage et de l'usage futur. Deuxième sujet, qui là aussi est traité, examiné déjà depuis un certain nombre d'années, mais qui se pose encore avec peut-être plus d'acuité, celle des énergies renouvelables et de récupération. On ajoute finalement ce terme aussi de récupération que peut-être il y a 5 ans nous négligions un petit peu. La question, elle est quand même, au-delà de la possibilité de produire de l'énergie au travers des constructions, la question de l'économie circulaire,
qui est aussi, en tout cas à Paris, une notion que nous développions peut-être insuffisamment il y a encore 5 ans. Ensuite, et ça c'est aussi un des enseignements récents, on se rend compte qu'au-delà même de la construction, de la conception de la conception de l'immeuble, de la conception du quartier, de la conception des espaces publics, des matériaux qu'on peut employer, très vite on est confronté à des problématiques de service, d'usage. Quel est l'usage futur? Tout ça, c'est très bien, mais encore faut-il que, si derrière, c'est pour faire que chacun se déplace en voiture individuelle, en fait, on n'a rien gagné, quoi. On peut avoir une certaine satisfaction, mais le bilan global est-il aussi positif que ça? C'est tout ça, en fait, que ce nouveau plan climat 2018 veut afficher. On se rend compte aussi fondamentalement que bien souvent, et c'est là que des projets urbains tels que ceux que Espace Ferroviaire va nous présenter sont intéressants, on se rend compte que bien souvent, quand on raisonne au bâtiment, on ne peut appréhender qu'une partie des problèmes. Que l'îlot, que le quartier est souvent l'échelle plus pertinente pour traiter un certain nombre de sujets. Ce qui pose d'ailleurs une question pour la ville de Paris, clairement. Comment on traite, comment on aborde, comment on essaye d'améliorer la consommation énergétique dans la ville existante. Mais ça, ce n'est pas l'objet de notre conférence d'aujourd'hui, mais c'est un sujet de multiples débats quand on se rend compte qu'effectivement, le traitement au bâtiment ne répond qu'à une partie des questions. Par contre, là, évidemment, nous attendons beaucoup des projets notamment d'espace ferroviaire. Donc, je conclurai en évoquant quelques projets emblématiques qui ont été donc lancés par la ville de Paris. Nous avons commencé à développer cette nouvelle conception de l'urbanisme environnemental sur une première ZAC dans le 14e arrondissement à Saint-Vincent-de-Paul, notamment avec une dimension très forte qui est celle de l'utilisation du bâti existant. Alors c'est vrai que c'est peut-être un peu spécifique à Paris ou au centre-ville. Nous avons vraiment pris conscience qu'au-delà des enjeux patrimoniaux au sens classique du terme, la réutilisation du bâti était aussi vecteur d'économie de consommation. C'est aussi donc le développement, par exemple, de centrales solaires, enfin en tout cas de sources d'énergie alternatives, puis de géothermie. Un des éléments aussi assez intéressants dont nous prenons aujourd'hui pleinement conscience, c'est le rôle de l'urbanisme transitoire dans la mesure où il peut être vecteur d'usage à retrouver dans l'urbanisme définitif. Voilà. Nous prenons aujourd'hui conscience de l'importance, à la fois en termes de dialogue démocratique, mais aussi dans la conception des projets, de l'intérêt de ces phases que peut-être trop longtemps on avait considérées comme un temps d'amusement avant de passer aux choses sérieuses. Nous prenons conscience que l'urbanisme transitoire peut être un vecteur justement de développement d'usage, en tout cas de dialogue avec les habitants et les riverains sur les usages du site qui peuvent être extrêmement enrichissants pour le projet définitif lui-même. Mais ça, je pense que Fadia y reviendra sur ces sujets. Voilà ce que je voulais dire. Enfin, dernier grand sujet, effectivement, je l'évoquais. Et là, il est clair que c'est aussi à prendre en compte dans la conception des nouveaux projets. Le réchauffement climatique, de toute façon, est devant nous. La question est son ampleur, ce qui veut dire qu'il nous faut aussi concevoir nos projets urbains en intégrant la nécessité de zones, de parcours de fraîcheur. Voilà. Alors c'est peut-être évident quand
quand on vient du sud de la France, c'est vrai qu'à Paris, on avait moins l'habitude, jusqu'à récemment, de se poser ces questions. Et là encore, c'est un élément qui nous conduit à... en tout cas, c'est un élément que nous intégrons aujourd'hui dans la définition de nos projets urbains. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long, parce que l'idée n'est pas de théoriser longtemps sur ces réflexions. En tout cas, je voulais encore une fois remercier Fadia pour son initiative, dans la mesure où, justement, les 2 projets qui vont vous être présentés illustrent bien cette réflexion en marche, quoi, voilà, sur comment aujourd'hui aller plus loin dans notre urbanisme opérationnel pour répondre aux enjeux climatiques et environnementaux. Voilà. Merci Claude, déjà pour la confiance que vous nous accordez, parce qu'on est partenaire du développement du territoire parisien sur des secteurs assez importants, donc espace ferroviaire pour rappel, et la filiale du groupe SNCF qui a la responsabilité d'aménager les fonciers qui n'ont plus d'utilité pour le groupe et partir dans des développements sur mesure avec des partenaires, les programmes immobiliers qui sont préfigurés. Donc la singularité, c'est qu'on part d'un foncier quand même assez important, des emprises de 6 hectares, 5 hectares. Au total, sur Paris, le groupe détient 50 hectares. Donc, Espace Ferroviaire se penche sur vingtaine de ces hectares en développement, aménagement. Donc, voilà, on part d'un foncier qu'on maîtrise pour jouer ce rôle d'aménageur, promoteur, bien sûr avec des partenaires. Mais donc, un rôle d'ensemblier. Donc, on se trouve face à cette responsabilité de fabricant de la ville. On ne peut pas faire juste des voiries et des immeubles. Il faut qu'on pense à nos générations futures. Et donc, on a une responsabilité forte. Ces sites sont complexes, sont souvent avec des complexités ferroviaires, donc du temps du projet, mais aussi beaucoup de discussions sur la sortie de ces complexités ferroviaires pour refabriquer du foncier normal. Et donc, c'est une forme d'expertise, mais aussi un travail interne qui est très important, qu'on fait aussi main dans la main avec la ville, parce que le projet, son périmètre se dessine comme ça. Mais aussi une ambition de rester dans l'ADN du groupe et donc d'être partenaire des collectivités, d'ancrer d'une façon responsable nos projets dans les territoires. Et ce qu'on va pouvoir voir avec les 2 projets Hébert et Gare de Lyon-Daumesnil qu'on va présenter tout à l'heure. Chacun représente 6 hectares d'emprise. Donc c'est vraiment des morceaux urbains très importants. Donc, l'approche qu'on mène, c'est une approche intégrée et concrète, c'est-à-dire on mesure nos parts. Le point de départ, c'est qu'on part d'un patrimoine qui a une forte identité. Souvent, sur nos fonciers, on a des bâtiments qui ont une valeur patrimoniale, qui ont une histoire, et c'est un point de départ pour créer la nouvelle histoire sur le terrain et réfléchir à cette reconversion. On a des complexités que je disais tout à l'heure ferroviaires, mais parfois on les inverse pour que ça devienne des opportunités. On va pouvoir voir tout à l'heure. La deuxième étape, c'est faire ensemble. Je parlais de notre partenariat avec la ville de Paris, qui est assez massif, mais qu'on fait aussi avec d'autres collectivités de la même façon. Mais aussi le travail qu'on fait avec les riverains. Et tout à l'heure, Virginie et Alexandre vont pouvoir nous présenter cette démarche de concertation très étroite avec les riverains pour fabriquer avec eux le projet, au-delà du fait qu'on travaille avec les collectivités. Et aussi le travail avec les opérateurs. On ne prend pas une seule forme. On est dans des démarches comme par exemple ce qu'on a pu faire sur Ordonner. On associe les opérateurs dans l'élaboration des innovations du projet dans une phase très en amont. Donc cette démarche transversale, ouverte, mais surtout sur mesure, au cas par cas, on dessine les projets au cas par cas, a un fil conducteur qui est faire de la ville intelligente, faire de la ville qui anticipe les besoins des futurs riverains, des futurs habitants, des futurs utilisateurs salariés qui vont venir travailler, et donc des services, des bâtiments évolutifs, des bâtiments flexibles, des pluriels, et qui permettent aussi
de développer dans leur proximité des espaces publics aussi mutualisés et intelligents pour plusieurs usages. L'ambition, le comment on fait, donc des quartiers durables, bas carbone, des bâtiments à forte inertie et à forte résilience énergétique, mais aussi on ne reste pas dans le système de l'immeuble, on va chercher à l'échelle du quartier, du coup la mutualisation énergétique, des solutions qui permettent cette résilience, cette intelligence à l'échelle du quartier, cette mutualisation, mais aussi on remet la nature dans un système, dans un écosystème de biodiversité utile et positif pour le quartier, qu'on va voir tout à l'heure aussi dans le projet. Et bien sûr une stratégie qu'on va développer, on va voir dans le projet de recyclage. Donc comment réutiliser les matériaux sur site, comment aussi construire avec des matériaux qui nous permettent un recyclage à terme. Donc on est dans l'usage d'aujourd'hui, mais on est en train de dire qu'est-ce qui se passera dans X années et comment on réutilise les bâtiments qu'on sera emmené un jour à démonter. Donc une démarche structurée, mais aussi qui se veut mesurer, c'est-à-dire à chaque fois qu'on aborde une innovation, on souhaite avoir son coût, bien mesurer nos parts pour qu'on se compromet, on puisse le déployer, que ce soit nous ou par les opérateurs à qui on vend des doigts à construire. Et un engagement dans la durée, c'est-à-dire on met en œuvre, mais ce n'est pas pour qu'au bout d'un an, on redémonte tout ce qu'on a fait. Donc on demande des engagements et on s'engagera nous-mêmes à ce que ces innovations soient durables dans le temps et que ce qu'on a pu implémenter à un moment qui ne se transforme pas par quelque chose de banal quelques mois plus tard. Donc c'est notre promesse et c'est notre plan d'action sur lequel on s'engage. Donc les 4 axes innovation, c'est en résumant les maîtrises d'usage, les nouveaux services, le quartier bas carbone, la nature en ville et l'économie circulaire. On va voir comment cette ambition, ces 4 axes, se déclinent sur le projet Hébert et Gare de Lyon-Daumesnil. Je passe la parole à Agnès. Merci Fadia. Je vais vous situer Hébert et Gare de Lyon. Aujourd'hui, ce sont les opérations parmi les plus avancées à la suite de Chapelle Internationale pour espace ferroviaire. Le permis d'aménager de Gare de Lyon a été déposé en mai 2018. Celui d'Hébert sera déposé d'ici quelques semaines. Et en 2019, sur les 2 opérations, nous allons finaliser les études d'espace commun et d'espace public et engager les premières commercialisations. Donc l'ensemble des principes présentés par Fadia sont totalement au cœur de notre travail quotidien. Pour Hébert, donc, on se situe dans le 18e arrondissement, au cœur du secteur Paris Nord-Est, qui est lui-même en pleine mutation, à proximité de Chapelle Internationale pour nous, de Chapelle-Charbon pour la ville de Paris, de son parc, des sites Jeux Olympiques, donc idem, qui sont en pleine réflexion, et de la gare Rosa Parks, qui constitue un bon point d'accroche pour la mobilité. Donc on a poussé sur Hébert une réflexion sur les espaces communs et publics qui vont être particulièrement végétalisés et permettre de constituer une trame verte à l'échelle du quartier en reliant, par exemple, les Halles Pajol, le futur parc Charbon, tout ça en coordination avec ce que peut développer la ville de Paris, pour renforcer cette trame verte et commencer à travailler sur la notion d'îlot de chaleur, et d'îlot de fraîcheur plutôt d'ailleurs, avec le jardin de 4000 m² au centre du projet. Le programme mixte d'Hébert propose un total de 103 000 m² d'immobilier entre bureaux, logements, activités, commerce, équipements publics et structurants. L'ensemble de la programmation s'organise autour du jardin et le travail fin qui est fait en rez-de-chaussée de cet immobilier nous permet d'envisager des usages très diversifiés de l'activité, donc la micro-entreprise, le micro-artisan qui s'installe en ville, des commerces, et des lieux particuliers comme des cours urbaines privatives en entrée de logement en rez-de-chaussée. Tout ça pour diversifier l'usage des rez-de-chaussée, favoriser les appropriations du quartier à un niveau assez intime. Et par ailleurs, vous observez sur le plan en fait, que la grande façade du projet sur les voies ferrées est exposée sud-ouest. Donc on a 2 avantages intéressants, l'ensoleillement et les vues dégagées sur les voies ferrées, dont le projet permet de profiter à plein. Et on a choisi dans la forme urbaine justement des choses très diversifiées pour offrir ces avantages à un maximum d'immobilier. Sur Gare de Lyon, on est dans un programme également mixte, tertiaire, logement, équipement public. Par contre, à 400 mètres de la Gare de Lyon et des quartiers plus résidentiels situés à l'est. Là, on crée une grande liaison très structurante à l'échelle interquartier, quasiment à l'échelle de l'arrondissement,
orienté nord-sud, qui se matérialise, qui s'incarne par un grand parc urbain d'1 hectare que vous voyez se développer dans le projet. C'est une promenade arborée qui va favoriser tous les modes actifs de la gare de Lyon et en provenance de la gare de Lyon et de l'ensemble des dispositifs de transport en commun, et qui va résoudre aussi toutes les différences d'altimétrie de la plateforme ferroviaire avec les rues avoisinantes. On a plusieurs mètres de dénivelé entre la plateforme actuelle et le quartier. Donc on utilise cet espace futur public pour résoudre tout ça. Et Gare de Lyon, c'est aussi un objectif important sur l'eau. On est à proximité de la Seine et on va travailler sur une ambition de quartier éponge qui absorbera en fait une partie très importante de l'eau de pluie qui va tomber sur le site pour commencer à aborder des questions de résilience par rapport à des phénomènes climatiques d'orages exceptionnels qui vont nous arriver ou des phénomènes d'inondation. Ça, c'est un travail aussi important à faire en milieu urbain très dense. Merci Fadia. J'aborde les nouveaux usages. Fadia a parlé effectivement de l'urbanisme transitoire qu'on développe sur les 2 sites, Hébert et Gare de Lyon. On passe en fait dans ces projets de l'usage industriel lourd, très lourd, SNCF, vers un projet de quartier, un projet d'aménagement, par la continuité de l'usage qui va favoriser l'appropriation du site et par la mise en valeur du patrimoine, disait Fadia. Voilà, cette continuité, elle est très importante pour continuer à donner vie au site et à montrer qu'il s'y passe des choses. On profite, vous l'avez tous compris, du délai induit par la maturation d'une opération d'aménagement pour mettre des usages transitoires. Et au travers de ça, on va trouver du sens. On va, comme disait Claude, proposer des lieux attractifs qui nous permettent de tester l'ouverture de ces sites qui aujourd'hui sont fermés. Donc comment les gens ressentent de venir sur ces sites, comment ça se fait aujourd'hui, qui préfigure l'appropriation, qui identifie les futurs quartiers dans les esprits et qui exploite le potentiel du patrimoine ferroviaire. Et par là même, ça nous permet d'anticiper sur des éléments de programmation qu'on trouvera intéressants. Voilà, je ne décris pas vraiment les diapos, mais je terminerai en disant que Grande Contrôle, donc, qui est depuis 2016 sur Gare de Lyon, a accueilli à ce jour 500 000 visiteurs. Donc c'est pas rien. Et Aérosol, donc sur Hébert, c'est 200 000 visiteurs depuis l'automne dernier, environ une année, quoi. Mais Virginie sera plus précise que moi. Mais donc c'est énormément de personnes qui, pour des raisons diverses, viennent sur ces sites et préfigurent ce que sera leur animation. C'est l'étape d'avant-projet. Alors Virginie, donc, on a vécu tout ça sur Hébert et surtout la concertation de ce projet très unique. Oui, alors effectivement, en parallèle de toutes les occupations transitoires, il y avait la conception du projet. Donc on a eu un très bon retour de la première partie de la concertation sur Hébert, qui était donc toute la conception du projet urbain. Alors on n'a pas fait de grande innovation sur la forme. On était sur des visites de quartier, des ateliers. On a eu un nombre important d'ateliers. On était aussi sur des cafés du projet. Il y a eu une mobilisation des acteurs voisins, en fait, qui a été notamment fait des rencontres par entretien individuel fait par notre AMO, concertation qui est très claire. Et puis on a fait aussi tout un travail avec les écoles à proximité, où il y avait une classe qui était sensibilisée au projet urbain, et ça c'était avec notre AMO Sens de la ville. Sur le fond, on est face à un public averti, et en gros c'est vrai qu'il faut donner à voir. Donc il y a tout un travail au départ de posture, en se disant bien que en fait quand les habitants sont certes des acteurs de la conception du projet, mais ce sont loin d'être les seuls. Et donc à partir du moment où on pose ces règles du jeu, c'est vrai que le travail se passe très bien, et notamment on voit bien ce qu'est la coproduction. Moi j'ai tendance à dire que c'est quand on ne peut plus attribuer véritablement la paternité du projet. Alors on a eu un travail très important de notre équipe de conception urbaine, qui est composée par l'urbaniste Shorter, l'agence Hosti, je vois Loïc Bonin en face de moi. On a Elliott, donc, qui est sur toute la partie développement durable, et puis OGUI comme bureau d'études. Et donc, c'est vrai qu'ils ont vraiment joué le jeu et ont été très ouverts dans la proposition
formes urbaines très différenciantes. Alors c'est vrai qu'on les y a un peu aidés, puisqu'en fait dans la conception, dans le cahier des charges, on avait demandé qu'il y ait 3 scénarios très différents, à la fois sur la forme urbaine et sur les traces du projet. Et donc ça a permis de voir des formes très différentes de façon de faire. Et donc même s'il y avait certaines parties de sujets qui n'étaient pas forcément discutables, comme le programme, on a donné à voir sur plein d'autres sujets d'urbanisme. Et là, on entame la deuxième partie pendant qu'on conçoit l'avant-projet des espaces publics. Et là, à donner plus à voir sur la programmation en tant que telle des espaces publics. Et sur Gare de Lyon-Daumesnil, alors? Voilà. Donc, sur Gare de Lyon-Daumesnil, la question s'est posée de manière un peu différente, puisque le projet est un petit peu plus ancien. Il a eu une gestation un peu longue. Et quand on a été amené à rencontrer le public en 2016, disons que les grandes orientations étaient déjà assez définies. Donc il y a eu une première phase de concertation quand même en 2016 sur le projet urbain, mais qui a plutôt servi à valider les grandes orientations avec les riverains et à les faire adhérer au projet. Ce qui a bien marché, puisqu'en fait, on a eu des retours très positifs sur les grandes lignes du projet, sur la générosité d'espaces publics notamment, et sur la transformation du quartier que ce projet permettait, et une volonté des riverains de continuer à s'investir au fil de la définition du projet. Donc en 2017, on a été amené à faire un focus sur la question de la programmation des espaces publics et espaces communs, donc avec vraiment la question des usages au centre de ces ateliers. Et c'était intéressant parce qu'on a eu un tour de table en fait, qui a réuni vraiment tous les acteurs impliqués dans le processus, donc l'aménageur avec son équipe de conception, les riverains et donc futurs usagers, mais aussi les services de la ville de Paris, donc futurs gestionnaires. Ce qui fait qu'on a pu avoir une première étape un peu de tout le monde jeter ses idées sur la table, et ensuite, assez vite, un tri et une pédagogie qui a été fait pour voir parmi les propositions ce qu'on pouvait retenir ou non, et expliquer directement aux riverains la raison de ses choix. Donc à l'issue de ces ateliers, on a pu atterrir sur une programmation cohérente, réaliste, et qui répondait au plus proche aux besoins exprimés par les riverains. Et en termes d'organisation, peut-être pour continuer? Oui, alors sur Hébert, en fait, comme beaucoup de sites en milieu urbain, on est sur un site très bruyant. Donc sa situation, il est à la fois entre la rue de l'Évangile, qui est une rue assez bruyante, et finalement l'étude de bruit nous a dit que c'était même plus bruyant que les voies ferrées, et de l'autre côté les voies ferrées. Et l'avantage des voies ferrées, on peut y voir des contraintes, mais il y a quand même beaucoup d'atouts, c'est notamment la vision du paysage lointain, la vue du ciel et du soleil, ce qui n'est pas toujours un paysage offert en milieu urbain. Néanmoins, avec le pari d'habiter le long des voies ferrées. Exactement. Qui est un pari qu'on relève. Dans la programmation, en fait, on a évidemment un programme mixte avec le souhait de faire une unité foncière, une unité tertiaire importante. L'idée étant d'amener un utilisateur qui pourrait faire identité du quartier. Et l'autre volonté, c'était effectivement de mettre des logements le long des voies ferrées. Mais c'est un point de vue qu'il faut défendre presque chaque jour. Pour cela, on a fait en fait des études bioclimatiques. Et justement, les 3 scénarios dont je vous parlais au début ont été testés. L'idée n'était pas de retenir un des 3 scénarios, mais de faire la synthèse, d'avoir un 4e projet qui nous permet de recueillir l'ensemble des avantages des 3 premiers, et justement en fonction des diverses concertations et associations des services. C'est ce projet qui est devenu en fait projet urbain, sur lequel on a refait d'ailleurs des études bioclimatiques, avec la volonté de mettre des espaces publics très ensoleillés et calmes. Donc il y a un espace vert que vous voyez central, qui est protégé notamment de l'ensemble des zones de bruit, et de permettre que tous les logements qui étaient créés le long des voies ferrées, mais aussi de la rue de l'Évangile, puissent avoir le bénéfice du soleil et des lieux de vie qui pouvaient être sur les milieux plus bruyants, mais aussi de pièces à vivre, enfin les pièces de nuit, sur les cours intérieurs plus calmes. Voilà, donc il y a tout un travail comme ça de programmation assez fin qui a été fait sur ce projet et qui continue bien sûr. Sur Gare de Lyon, on retrouve en fait en termes de site les mêmes caractéristiques, donc c'est-à-dire un site qui est exposé à certaines nuisances sonores liées au faisceau ferroviaire, mais aussi des grands atouts qui sont l'exposition au sud et les vues sur le grand paysage. Et
comme sur Hébert, l'outil bioclimatisme, c'est vraiment un outil essentiel pour définir la forme urbaine la plus efficiente pour à la fois continuer à bénéficier de ces avantages et répondre aux contraintes. Donc il y a également des simulations qui ont été faites dans l'idée de pouvoir garantir le meilleur confort d'usage pour tous, donc c'est-à-dire pour les nouveaux habitants en leur garantissant un ensoleillement maximum, un accès au ciel maximum et des vues qui restent les plus dégagées possibles. Le confort d'usage aussi pour les nouveaux espaces publics concrets, puisqu'on crée quand même 3 hectares d'espaces publics, c'est aussi un parti de générosité et un coût qui n'est pas négligeable, donc il faut que ces espaces publics soient agréables, et aussi la volonté de conserver le confort pour les habitants déjà présents, donc pour les riverains, donc le choix d'une forme urbaine poreuse, donc pas de grande continuité bâtie, mais au contraire plutôt un système de plots qui laisse donc les riverains existants continuer de bénéficier de cette grande vue dégagée, de l'ensoleillement, et en plus ils bénéficieront des vues sur le jardin. Donc ce souci du confort d'usage qui est au cœur de la forme urbaine, et la forme urbaine définie grâce au bioclimatisme qui est vertueuse en elle-même. Et c'est un peu du coup vraiment le squelette qui va permettre de composer le reste du projet. Donc on a une belle porosité spatiale, hein, et donc sur les produits, donc quel type de programmation pour aller inventer une nouvelle façon d'habiter ou une nouvelle façon de travailler ou d'acheter? Alors effectivement, la question des usages, donc, elle se pose en termes de confort, mais aussi en termes de fonctionnalité. Donc l'ambition, c'est de créer des quartiers vraiment mixtes, vivants et qui puissent évoluer dans le temps. Donc ça nécessite, en tout cas, ces 3 axes principaux qu'on a développés, c'est la programmation. Donc c'est-à-dire qu'on est sur une programmation vraiment très très mixte, puisqu'on a du logement, parce qu'il y a un besoin fort de logement, du bureau, du commerce, des équipements, ce qui est assez classique, mais on a aussi des fonctions liées à l'exploitation de la gare qui sont conservées et intégrées dans le projet urbain, donc un quartier qui est également productif. On a également du coup relevé le défi d'essayer de permettre de faire émerger des nouveaux usages pour les habitants et pour les usagers, donc des bureaux. Donc on a travaillé pour ça sur 2 axes principaux qui sont les pieds d'immeubles, donc avec des locaux qui sont susceptibles d'accueillir différents usages. Il y en a certains qui sont déjà fléchés vers des commerces, là où on sait qu'il y a du flux et qu'il y a un potentiel commercial. Et là où il y a moins de flux, on garde des usages, des locaux qui peuvent être utilisés comme locaux communs pour les habitants, donc pour des services liés à la sphère résidentielle. Donc ça peut être des chambres d'amis qu'on peut louer, des salles de sport communes partagées, ça peut être des salles de lecture, des salles de travail, et des locaux donc, qui pourront dans le futur évoluer si jamais les besoins ne sont pas là ou si à l'inverse le potentiel commercial augmente. Et ensuite, il y a une question d'évolutivité dans le temps, puisque du coup, on travaille donc sur, je vous ai dit, l'évolutivité des rez-de-chaussée, mais aussi l'évolutivité des logements. On pousse du coup les curseurs pour que les plans de logement aient le moins possible de points porteurs pour que les plans soient adaptables, que les immeubles de bureaux qui sont construits soient aussi compatibles et anticipent les besoins, notamment en termes de réseau ou de points d'évacuation pour pouvoir être transformés en logement, puisqu'on sait que les besoins en logement augmentent. Et on travaille aussi sur des espaces un petit peu extérieurs, donc qui sont associés au bâtiment, des espaces communs, donc que ce soit pour les bureaux ou pour les résidences de logement, donc qui soient utilisables par les résidents et les usagers, qui sont en lien aussi avec les espaces publics, donc pour donner un peu d'animation, la vie dans le bâtiment, mais aussi vis-à-vis des espaces publics, puisqu'ils seront privilégiés dans les étages bas, pour animer les espaces publics et aussi les sécuriser, puisque ça permet de la co-visibilité. Donc voilà, une ambition de quartier qui soit vraiment résilient, sans que ce terme soit galvaudé, et qui puisse résister aux défis de demain. Alors sur Hébert, on a un travail bien sûr similaire aussi, à travers en fait la réversibilité des espaces. Alors c'est tant les espaces publics, les espaces verts notamment, donc il y a tout un système qui a été pensé pour un quartier apaisé et limiter la circulation de l'automobile en ville,
Pour autant, on a imaginé, enfin on a donné à ces espaces publics la taille pour qu'ils puissent être réversibles et changer, par exemple, une voie qui est en sens unique puisse être à double sens, une voie qui est piétonne puisse être à terme circulée. Donc c'était vraiment l'idée de s'adapter au mode de vie et aux évolutions des usagers et de leur mode de déplacement. Il y a également dans le projet en fait une forte différenciation des espaces publics pour créer et faciliter les divers usages. Et donc notamment le projet offre des aménités avec ce que l'équipe de conception urbaine a appelé les micro-lieux, qui sont des sortes de petites places publiques, qu'on pourrait aussi appeler des délaissés avec des reculs de bâtiments et qui permettent en fait d'avoir des appropriations très diverses, pouvant aller de la terrasse de café jusqu'à l'occupation justement par des associations. Enfin voilà, la forme n'est pas encore arrêtée quant à leurs usages, mais en fait c'est surtout des lieux de possibles. Et ensuite, il y a le projet revisite en fait la forme des cours parisiennes avec cette proposition assez intéressante d'une liaison entre le dedans et le dehors, et des formes bâties très différentes avec des grandes hauteurs, avec des plots assez hauts, mais en contrepartie des logements intermédiaires avec des maisons individuelles superposées, et qui s'accompagnent en fait sur ces cours parisiennes et qui donnent à voir ce que ça pourrait être des locaux professionnels en rez-de-chaussée. Les épaisseurs en fait de bâti vont permettre de faire une évolutivité dans le temps qui est très favorable. Donc après, sur ces rez-de-chaussée, il y a également des lieux prédéfinis pour inciter les usages de demain, avec un local associatif, il y a un kiosque notamment qui est imaginé dans un espace public en se disant que ça pourrait devenir le lieu de la MAP, puisqu'il est en liaison en fait avec des jardins partagés. Donc il y a comme ça différents espaces qui sont pensés dans le projet pour à la fois inciter les usages des futurs habitants, mais aussi permettre les évolutions. Donc, merci. Donc, après qu'on a partagé cette intelligence, je dirais, de conception qui laisse ouvert toute inventivité programmatique, il y a la démarche peut-être un peu plus structurée, qui est celle de produire un quartier bas carbone, qui est pour nous une ambition forte qu'on porte, et que toute notre production sur la ville de Paris et demain sur les métropoles, on les souhaite avec ce curseur assez élevé d'ambition. Donc on s'est appuyé sur le CSTB, bien évidemment, qui nous aide à structurer cette démarche pour qu'on aille dans cette performance plus et moins à l'échelle du quartier, et avec une déclinaison aussi bien sur Hébert sur Gare de Lyon de Ménil, dans un objectif d'atteindre plus que de 50% d'énergie renouvelable, avec un raccordement au CPCU, donc qui n'est pas loin, et de déploiement de panneaux photovoltaïques et donc de production d'énergie sur les toitures. On est quasiment 1 hectare par projet, de panneaux photovoltaïques déployables sur les toits des immeubles. Bien évidemment, une mobilité décarbonée, on en a parlé tout à l'heure avec la place limitée de la voiture, mais aussi le développement d'une offre de services et de modes doux dans les quartiers, et le travail sur l'implémentation d'espaces de logistique urbaine intégrés dans le cadre de ces projets. De façon plus détaillée, je passe la parole à Alexandre, qui va nous dire comment on a construit ces 7 piliers de la démarche carbone de Gare de Lyon de Ménil. Alors donc, Gare de Lyon de Ménil, vous avez sous les yeux donc les 7 piliers de la démarche, la stratégie de développement durable. C'est des piliers qu'on a depuis 2015, donc qui sont solides, puisqu'ils sont toujours là. Et donc le bas carbone, c'est un de ces 7 piliers, mais c'est aussi finalement une thématique qui irrigue un peu toute la stratégie environnementale. Et la particularité donc, de cette stratégie, c'est qu'elle a été développée à plusieurs échelles, de manière cohérente et chronologique, donc avec une cohérence qui est garantie et qui se perpétue dans le temps.
Donc la première échelle, forcément, c'est celle du projet urbain, de la forme urbaine. Donc ce qu'on voyait, c'est qu'avec le bioclimatisme, on a une forme urbaine qui est déjà vertueuse en elle-même. On a un parti pris d'aménagement avec une forte générosité en espace public et espace vert, puisqu'on a sur les 6 hectares la moitié d'espace public, à peu près l'équivalent de 10 mètres carrés d'espace vert, avec tout le rôle de la végétation dans la réduction aussi des gaz à effet de serre. On a aussi le deuxième volet, la première déclinaison de ces 7 piliers, c'est la conception des espaces publics. On continue à décliner cette stratégie avec tout ce qui est fait en faveur du développement des modes doux, la place de la voiture qui est vraiment réduite au strict minimum des besoins de la vie locale, et tout ce qui est approvisionnement énergétique à l'échelle du quartier, avec notamment le raccordement CPCU. Et ensuite, enfin, on arrive à l'échelle du bâtiment, donc avec un niveau de performance qui est demandé, qui est assez fort, et 2 axes majeurs qui sont... le premier axe, c'est les matériaux de construction, où du coup on vise une réduction d'à peu près 40% des émissions de CO2, et sur la consommation énergétique des bâtiments, on vise une réduction d'à peu près 50% du CO2, ce qui fait qu'au global, sur le quartier, si en étant pessimiste, on considère que la mobilité est stable, on arrive à une réduction globale de 30% du CO2, ce qui est assez ambitieux. Voilà. Au-delà du carbone, une des particularités donc, des 2 projets qu'on a pu évoquer, c'est l'accent qui est mis aussi sur la biodiversité. Donc c'est les slides d'après. Parce que finalement, on ne s'en rend pas compte, mais parce que les sites tels qu'ils sont aujourd'hui sont très, très pauvres en biodiversité. Forcément, c'est des sites qui sont soit construits, soit relativement imperméables. Mais pour autant, les sites ferroviaires, ils sont quand même globalement dans des couloirs un peu écologiques avec un enjeu de biodiversité. Sur Gare de Lyon, en fait, on n'est pas loin finalement du bois de Vincennes, pas loin de la coulée verte, et effectivement collés aux faisceaux ferroviaires, qui peuvent être des bons vecteurs de biodiversité. Donc c'est un des points différenciants des projets qu'on a développés chez Espace Ferroviaire, avec forcément une des réponses assez immédiates, c'est de développer des continuités pour la faune et la flore, et d'essayer de diversifier les milieux qu'on offre à la faune et à la flore. Donc c'est bien sûr sur les espaces publics, avec des milieux qui peuvent aller du plus sec au plus humide. Les strates arbustives qui doivent être aussi différenciées, on va du plus bas au plus haut. Et on met aussi à contribution les bâtiments, puisque les toitures basses, par exemple, sont plutôt fléchées en termes d'usage pour le développement de la biodiversité. Et c'est également un enjeu sur le projet Hébert. Oui, alors on a les mêmes objectifs, et effectivement, il y a eu un travail de liaison avec, que l'on voit, là oui, on est passé à la slide d'après, mais que l'on voit entre la liaison en fait, des espaces ferroviaires et le parc Chapelle-Charbon. Il y a aussi tout un enjeu, donc, comme le disait Alexandre, de végétalisation du quartier. C'est un sujet effectivement qui me tient particulièrement à cœur, parce que c'est vrai qu'on parle souvent de carbone et d'énergie, mais la végétalisation est aussi un moyen important de lutter contre le réchauffement climatique, ou en tout cas de s'adapter à ce réchauffement, en créant notamment des îlots de fraîcheur et en permettant au sol d'être à nouveau perméable et de redonner vie à la terre. Donc pour l'idée en fait sur Hébert, c'est à la fois effectivement d'avoir une végétalisation dans les cœurs d'îlots, mais ça il y a le PLU de la ville de Paris qui est très bien fait, donc qui nous permet de s'assurer de ça. Et puis sur l'espace public, ça c'est plus compliqué, arriver à végétaliser l'espace public. Souvent il y a des conflits d'usage, donc c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de s'approprier un espace bitumé par les différents modes de déplacement ou les personnes à mobilité réduite que les espaces végétalisés. Pour autant, c'est vrai que ça fait partie d'un de nos objectifs d'avoir une part importante de végétaux en milieu urbain. Avec les 300 nouveaux arbres à Gare de Lyon-Daumesnil. Oui, donc la végétation qui a plusieurs fonctions. Évidemment, la fonction d'agrément, la fonction de biodiversité dont on a parlé, et une fonction aussi, bien sûr, de gestion des eaux pluviales. Avec la particularité sur le projet Gare de Lyon-Daumesnil, on est une des premières opérations à devoir se conformer au plan pluie.
Donc, on l'avait anticipé, parce qu'on est en relation étroite avec les services de la ville. Donc, ils nous avaient donné un peu la primeur de ce qu'il allait y avoir dans le plan pluie. Ce qui nous a permis de développer une combinaison de dispositifs donc, pour pouvoir infiltrer les eaux de pluie plutôt que de les rejeter au réseau. Donc, on a des revêtements infiltrants, les pieds d'arbres qui vont contribuer aussi à gérer les eaux, et par exemple des tranchées drainantes. Donc rien de nouveau en soi, mais c'est un peu la combinaison à cette échelle-là qui est un peu inédite. Et je dois dire qu'on a eu un travail assez fin et assez constructif avec les services de la ville pour dépasser aussi un petit peu les logiques de silos et faire évoluer les pratiques en vue de répondre à cet objectif commun de maintenant faire une première opération qui illustre le plan pluie. Et pour le quatrième axe, qui est l'économie circulaire, donc on se pense sur ce vrai levier de sobriété de quartier, parce que c'est un vrai enjeu pour rester économe dans la consommation des ressources. Et là aussi, on s'appuie sur le SSTB pour processer notre méthode de travail. Donc déjà par le recyclage, comme on peut le voir sur Gare de Lyon-Daumesnil, d'une halle existante, on travaille sur cette conservation de patrimoine. Sur Hébert aussi, on va travailler sur la conservation d'un mur de soubassement de bâtiments. Donc on essaie de conserver tout ce qui est conservable et qui est utile dans le process du projet. Demain, on va être dans la construction aussi avec des matériaux biosourcés, donc comme le bois, et on va travailler aussi sur des solutions de collecte des biodéchets. Donc tout ce qu'on est capable de travailler sur le recyclage, on va le mettre en œuvre, certainement dans un souci d'économie de ressources, mais aussi de rendre ces chantiers aimables par rapport à l'environnement voisin qui est habité, avec des riverains qui vont vivre ce chantier durant quand même quelques années, et qu'on réduise l'impact de notre intervention urbaine par rapport à la ville qui est déjà là. Voilà, donc à vous donc, pour écouter vos questions, essayer de vous répondre. Des questions ? En base, donc en hypothèse de base déjà, on est dans des quartiers, on a dit, qui sont mixtes, moitié logement, moitié économique. Et sur la moitié logement, on a un minimum 50% de logement social, 10 à 15% de logement intermédiaire et le reste en logement libre. Donc on a déjà relevé le pari, par le biais de ces projets, de faire des quartiers ouverts à tous et accessibles à tous. Donc ça veut dire que le propriétaire, SNCF, à qui Espace Ferroviaire achète le foncier, s'est mis dans cette stratégie sociétale. Et donc nous, notre rôle, c'est de mettre toutes ces équations depuis le début dans une copie et l'intégrer comme étant une donnée d'exercice. Donc la qualité et la place à tous, et après, il en sort la valorisation du foncier. Je pourrais peut-être faire une réponse qui va un peu dans le même sens. Il est clair que, mais là, la ville de Paris utilise aussi des outils réglementaires pour convaincre le groupe SNCF. Mais au moins, c'était discuté en voilà, 2014. Mais, voilà, donc, et sur le logement, effectivement, nous avons trouvé un accord avec le groupe SNCF pour que ce projet soit développé avec des objectifs de création d'un minimum de logements sociaux et logements intermédiaires. C'est sans doute sur les sujets plus économiques que nous serons d'ailleurs amenés, mais on avait déjà beaucoup échangé sur le sujet, que nous serons amenés à travailler, et que là, nous nous attendons
que des sujets, par exemple, comme des reconversions de bâtiments existants, soient l'occasion de développer d'autres formes d'activité que le bureau. Donc voilà, pour répondre à votre question, sur le logement, nous avons heureusement des outils réglementaires pour encourager les aménageurs à prendre en compte à la fois l'ambition sociale et l'ambition environnementale. Il est clair qu'il nous reste encore largement à arriver à concevoir des quartiers, surtout qu'après on touche parfois des dynamiques de marché qu'on maîtrise mal, hein, la puissance publique maîtrise mal, pour arriver à faire qu'on n'en fasse pas qu'un lieu de bureau, de siège social, qui ne répond pas nécessairement à l'ensemble des besoins des habitants d'une part, mais aussi en termes d'emploi offre une limitée d'emploi. C'est un point sur lequel nous avons déjà échangé, hein, je dirais, nous savons que nous attendons en tout cas côté Ville de Paris, que ce soit dans nos propres opérations d'aménagement, que dans des opérations, que utiliser par exemple du patrimoine existant, qui en plus a souvent des caractéristiques qui en font pas des bureaux tertiaires classiques par définition, pour essayer justement d'avoir aussi une mixité de fonds, enfin une mixité dans l'accueil possible d'entreprises, et notamment aller vers parfois l'accueil encore de type d'entreprise plus artisanale que ce qui se développe globalement à Paris, qui est quand même du grand bureau tertiaire, quoi. Sachant que sur Chapelle Internationale, on a développé tous les socles des immeubles par des locaux destinés à accueillir les PME et les artisans, ce qui est la base même de la conception du projet. Alors en fait, c'est notre bureau d'études environnementales, Franck Boutet Consultant, qui nous accompagne sur cette opération avec l'agence Rogers. Ils ont bâti des scénarios. En fait, il y avait un scénario martyr qui était l'opération lambda, où on faisait selon les normes actuelles. On se contentait de se conformer à la réglementation. Et à partir de ça, ils ont bâti différents scénarios avec, par exemple, un plus fort pourcentage de matériaux bois, différentes options de raccordement énergétique, etc. Et c'est ça qui a permis de caler la stratégie environnementale et de mesurer l'écart de 30% par rapport à ce scénario de base qui était le scénario un peu classique, disons. Ensuite, ces grands objectifs à l'échelle du quartier, comme je vous dis, ils sont déclinés dans la partie espace public et dans la partie bâtiment. Dans la partie bâtiment, c'est l'objet du coup des prescriptions environnementales qui vont être données aux concepteurs, avec un certain nombre d'indicateurs qui sont identifiés. Donc c'est par exemple le C1 du référentiel le plus C-. Donc tout un tas d'indicateurs et qui vont être suivis dans le temps, donc avec Franck Boutet qui va nous accompagner pour à la fois au stade des consultations auditer les projets et suivre toute la conception en phase permis de construire, consultation des entreprises, travaux, etc. Et même en phase d'exploitation, on va recueillir les données sur une période de 2 ans pour pouvoir avoir un retour d'expérience et voir si ce qu'on avait imaginé s'est bien réalisé. Oui, si je peux réagir de façon un peu générale à ça, nous sommes aujourd'hui à la Ville de Paris beaucoup inscrits dans des démarches de vouloir nous donner les moyens pour suivre après les livraisons. Et c'est pour ça que nous encourageons tous les aménageurs à s'inscrire dans cette démarche, parce que en fait, suivre des objectifs environnementaux en termes d'études, de conception et puis ensuite de labellisation, voilà, ça fait 10 ans qu'on a commencé à travailler là-dessus. On demande aux promoteurs de nous démontrer avec des bureaux d'études, et puis tout au long de la phase de conception du projet, de délivrance du permis de construire, on demande des attestations de bureaux. Donc ce sont des labels de bureaux. Alors évidemment, ce n'est pas du contrôle public, mais enfin normalement, ce sont des bureaux d'études certifiés qui ne délivrent le label que parce qu'il est effectivement justifié. Non, ce qui nous intéresse, nous, aujourd'hui, beaucoup,
et on le développe de plus en plus, même si pour l'instant, dans ces phases de développement, on n'en est pas, c'est de s'inscrire vraiment dans une démarche d'évaluation au-delà de la livraison. Ce qui est un peu plus compliqué à organiser parce que voilà, quand on est avec un promoteur qui construit, au moins la personne est là, le problème c'est que le promoteur il disparaît au moment de la livraison ou à peu près, quoi. Et donc après, comment on s'inscrit dans cette démarche? En tout cas, c'est là-dessus que nous interpellons régulièrement les aménageurs, que nous organisons nous-mêmes direction de l'urbanisme pour mettre en place des dispositifs de suivi au-delà. Et ça, je pense que c'est là qu'on risque d'avoir parfois des surprises. Mais c'est là que nous sommes aujourd'hui, en tout cas, dans une démarche. J'ai malheureusement pas beaucoup de retours. On a eu quelques retours à la ville de Paris sur des équipements publics qui n'étaient pas tous extrêmement positifs. Quand on commence à mesurer la réalité de la consommation réelle après l'ouverture, c'est-à-dire en fait quel est l'usage qu'en font les habitants, les usagers du site. En matière d'équipement public, la ville de Paris a pas mal progressé, tirant parti de ses premiers enseignements. Il est clair qu'aujourd'hui, ça, là-dessus, c'est un sujet sur lequel, en matière plus globalement d'urbanisme, donc suivi des consommations dans les logements, dans les bureaux, nous commençons tout juste à avoir des premiers retours. C'est vraiment une perspective pour les 5 premières années que de tirer des enseignements sur les différences éventuelles entre ce que disent les labels et la réalité des consommations. Justement, à ce sujet, est-ce que vous avez un retour d'expérience sur les logements le long de votre chemin de fer? Oui, sur l'occupation. Vous avez vanté la qualité du projet, en tous les cas. Oui, du bruit à proximité de votre chemin de fer, notamment en entrée de gare avec les essieux. Ce qu'on disait tout à l'heure, donc c'était par exemple le sujet sur Hébert, qu'on a fait des études acoustiques poussées, puis on a fait 2-3 expertises complémentaires pour savoir si le sujet de cette nuisance acoustique était un élément vraiment la majeure. Et au niveau des voies ferrées, en fait, on s'est rendu compte que la majeure, c'est au niveau de la rue de l'Évangile, qui a un circuit beaucoup plus important de flux. Donc, ce qui a un tout petit peu retourné aussi la problématique, mais aussi la généralisé. Donc, on a un sujet d'acoustique, une approche acoustique par la conception, la disposition des bâtiments et par la peau. Donc sous le plan architectural, qui va être dans les préconisations architecturales, type de traitement de cette peau tournée sur les voies ferrées et la porosité de cette peau, qui va être une question de conception sur mesure. Pour aller dans le complément en fait, de ce que dit Fadia, on a des retours, oui, avec des habitants qui viennent en concertation, puisque effectivement on fait déjà, enfin les territoires sont déjà à proximité de logements qui sont le long des voies ferrées, et globalement les retours sont très positifs en fait. Les gens sont contents d'être là. Alors c'est peut-être, vous allez me dire, c'est ceux qui viennent nous voir en concertation. Après on choisit pas les gens qui viennent en concertation, mais les retours sont très positifs. Et on a le maire aussi du 18e, du 18e arrondissement, qui nous dit lui aussi qu'il habite le long des voies ferrées et qu'il est très heureux le long des voies ferrées. Voilà. Donc oui, a priori, il n'y a pas de sujet. Oui, d'accord. Enfin, j'allais dire, il n'y a pas de sujet. Mais c'est plutôt que, je ne vous cache pas qu'au départ, la ville de Paris était très clairement partie sur un schéma où il y avait du bureau le long des voies ferrées. Et puis c'est en fait les études qui nous ont démontré que le problème, il n'était pas spécifique aux voies ferrées. C'est-à-dire que la rue de l'Évangile a le même problème que les voies ferrées. Et donc si on commençait à dire, on fait que du bureau le long de la rue de l'Évangile et le long des voies ferrées, en fait, on ne faisait plus du tout de logement. Donc effectivement, on a été en tout cas convaincu de l'idée que la question n'était plus nécessairement de dire où les voies ferrées ou la rue de l'Évangile. On a une problématique, il est clair, de gestion, de conception des bâtiments pour gérer les deux voies plus brillantes qui sont les voies ferrées, et donc à profiter au maximum du centre de l'aménagement comme lieu de calme et de conception architecturale. Donc le travail aujourd'hui reste largement à faire à cet égard. Ce qu'on peut effectivement relever, et ce que relève le maire du 18e arrondissement, c'est qu'aujourd'hui, il existe dans Paris de nombreux logements le long des voies ferrées, et qu'au final, beaucoup disent préférer pas habiter là que devant certaines voies trop circulées. Voilà. Merci à vous.